Vous l'avez découvert en 2003, il avait remporté Popstar, c'était il y a déjà 15 ans, et c'était aux côtés de Matt Pokora, qui s'appelait pas Matt Pokora à l'époque, hein, Mathieu. qui s'appelait Mathieu, et aux côtés de Otis, je reçois Lionel Tim. Alors Lionel, je vais commencer par cette question, ok? Oui. Parce que si tu veux, je me suis fait une réflexion en préparant cette interview, je me suis dit, ok, de quoi on va parler, de quoi il veut parler, de quoi il ne veut pas parler, et comment, sous quelle forme j'ai envie qu'on parle de ton parcours. Et je me suis dit que j'allais commencer comme ça. Je suis parti du postulat que tous les médias, j'ai remarqué, chaque année quasiment, comme un marronnier, sortent un article avec pour titre « Que devient Lionel Tim des Link Up ?» Donc la question, je me suis dit, je vais te la poser directement. Que devient Lionel Tim des Link Up? Tu les vois ces articles? Mais je les vois chaque année, à chaque fois, quand il y a des périodes de calme, comme si c'était un leitmotiv, tu sais, on ressort la phrase « Que devient Lionel Tim des Link Up ?» Que ce soit dans les magazines à sensation, dans les émissions à sensation, bref, on pose toujours la question. Eh bien, qu'est-ce que je deviens? Ben, j'ai travaillé. Je n'arrête pas de travailler depuis pas mal d'années et j'ai décidé de me vouer à une nouvelle voie, de travailler dur dessus, tout en continuant à chanter. Et voilà, je me passionne de théâtre maintenant. Oui, on va en parler. Tu es dans une pièce qui s'appelle Tinder Surprise et qui cartonne, qui a été prolongée et qui va certainement l'être. Ça, c'est dans un instant. Mais juste avant, pour rebondir sur cette phrase, sur ce marronnier, que devient le Lionel Tim des Link Up, je voulais savoir si ça te saoulait pas que ça revienne. Est-ce que ça te saoule pas qu'on te rattache toujours au Link Up? C'était il y a 15 ans. Bah, en fait, ça fait partie de moi. Si je devais renier cette partie-là, j'aurais plus de raison d'exister. Donc, les Link Up, ça fait partie de ma vie. On a fait numéro 1 pendant des mois. Avec mon étoile. Avec mon étoile. Après, je crois à mon étoile. Les rêves ont ce grand pouvoir de changer les couleurs du noir. Voilà, donc numéro 1 pendant des mois. Ensuite, s'en est suivi 2 singles qui ont été classés pendant des mois aussi. L'album numéro 1 aussi. Donc après, si je reniais tout ça, ça serait renier une partie de moi-même. Mais je peux pas à l'heure actuelle dire non, je veux qu'on oublie ça. Non, ça fait partie de moi. Maintenant, je veux qu'on passe à autre chose. J'ai une vie, j'ai une carrière qui est en train de se dessiner, une carrière. J'espère avoir une carrière dans le théâtre et dans le cinéma. Si tu étais rédacteur en chef d'un magazine justement à sensation qui a tendance à faire ce genre de titre sur toi, qu'est-ce que tu dirais de toi? Comment tu résumerais ces 15 ans qui se sont écoulés? Quel serait ton titre d'accroche, d'appel? C'est difficile, hein, ce que je te demande. Ouais, Lionel Tim, ce boxeur vaincu par KO tant de fois, se relève. Ouais. C'est comme ça que tu résumerais les 15 années qui se sont écoulées? Ouais. Déjà, j'aime ce sport qui est la boxe, qui est un noble art. Et je pars du principe que quand tu es chanteur, tu dois être comme un boxeur. Tu dois savoir prendre des coups, encaisser. Et parce que des gens qui restent en haut, qui connaissent le firmament et la gloire, et qui y restent, il y en a très peu. Maintenant, comme disait une phrase de Smaïn, que je reprends souvent, Smaïn, ce comédien qui est exceptionnel et ce comique qui est exceptionnel, a toujours dit cette phrase-là. Le showbiz, le métier d'artiste, c'est comme un ascenseur. Que tu montes ou que tu descendes, c'est la même chose. L'essentiel, c'est de rester dans l'ascenseur. Et moi, je travaille dur pour rester dans l'ascenseur. Pour rester dans cet ascenseur-là et monter d'étage en étage. Voilà. Si je devais schématiser un peu tout ça, bah, ça serait cette image-là. Donc, je travaille dur depuis pas mal d'années et ma phrase d'accroche, si j'étais rédacteur en chef, ça serait ça. Voilà. Il est tombé tant de fois, tombé dans l'oubli, tombé en ringardise, tombé en plein de choses, mais il est encore là. Tu as eu l'impression, toi, la sensation d'être tombé dans l'oubli, d'être devenu ringard à un moment donné? C'est dur parce que quand tu as connu la gloire, comme tu l'as connu avec les Link Up, faut pas oublier, c'était 6 millions de téléspectateurs tous les jeudis soirs. Ouais. Ça a été 750 000 disques vendus, physiques, pas du digital. Hein. On parle pas de. Les gens allaient à la Fnac, allaient au Leclerc, allaient au Auchan, au Virgin, acheter le CD. Ouais. Donc, encore une fois, j'ai connu, je pense, les dernières années glorieuses de la musique. Avoir une carrière qui a duré ce qu'elle a duré, mais
Mais c'est important de ne pas l'oublier. C'est important de se dire, c'est toute une époque qui a disparu. Maintenant, moi, je suis tombé dans l'oubli. Ouais, ça a été dur pour moi. Ça a été très, très dur, hein. Donc, du jour au lendemain, ça s'est arrêté. On va pas se mentir, hein. Mon téléphone, il a arrêté de sonner en 2006. Et ça, on le vit comment? Quand pendant 3 ans, donc c'était en 2003, la Ouais. victoire de Popstar, de 2003 à 2006, on est dans la lumière, on 2007 cartonne. même 2007. 2007? Alors, après, j'ai commencé à connaître le déclin. À partir du moment où le groupe n'existait plus, ça a été beaucoup plus difficile pour moi. J'ai eu la chance d'avoir des gens qui ont cru en moi chez M6 Interaction et chez Universal, qui m'ont permis de partir à New York faire un clip. J'étais dans la course pour représenter la France À l'Eurovision. à l'Eurovision. J'avais une marraine qui était Lara Fabian. Malheureusement, ma chanson apparemment n'a pas plu au public et je suis passé à côté. Cette année-là, c'était Hortal qui est parti à l'Eurovision, qui est arrivé avant-dernière. Après, moi, je me dis, c'est peut-être un signe du destin. J'y suis pas allé, c'est pas grave. Là-dessus, Delphine Derieux, qui était encore directrice d'M6 Interaction, me donne ma chance et me dit, bon, écoute Lionel, on partirait bien sur un nouveau single. C'était Vivre avec toi. Je rempile sur un single qui se place 20e dans le top. Je vends pas mal de disques, ça se passe bien. Je me suis dit, tiens, c'est cool, on va reprendre. Puis finalement, les choses ont changé et tu vois, ça commence à péricliter et on se dit, tiens, ils vont me tuer. Tu sens qu'ils vont te tuer. Mais qui? C'est une globalité quand tu dis ils vont te tuer, c'est-à-dire tous les gens qui sont autour, qui sont chargés de faire ta promo, qui sont chargés de... Finalement, tu les intéresses plus. Donc, ça sert à rien. Ils ont pris le 3e single que j'avais fait en duo avec une Espagnole qui s'appelait Shanatesh, qui avait fait un petit succès d'estime et qui était belgeo-espagnol. Et finalement, le titre a été mis dans une compilation, Girls Only. Et puis, voilà, c'était la mort du Lionel Team. Et quand tu sens ça, tu te dis c'est dur. Tu dis c'était la mort de Lionel Team. Tu l'as vécu, toi, comme un deuil? Tu l'as vécu comme un enterrement? Oui, bien sûr. Ouais, je me suis senti mourir. Ah oui, quand tu as vécu les choses intensément comme ça, c'est comme si on te tuait, en fait. Mais ce que j'ai dit, je l'ai dit fièrement, je dis, je veux décider de ma mort. Donc laissez-moi y croire jusqu'au bout. Laissez-moi décider de ma mort. Donc voilà, en fait, j'ai besoin de mourir pour renaître. Après, c'est compliqué quand tu connais la gloire comme tu l'as connue. Là, moi, c'était pas des petits trucs, hein. C'était des bus chahutés, des scènes remplies, des nounours, des sacs remplis de lettres d'amoureuses. C'était la folie, vraiment. Et là, tu te dis, ok, tout est terminé. Alors repartir. Tu as le choix. Soit tu pars en dépression totale et tu vas te suicider, soit tu décides de te battre. Après, c'est pas une solution finale, hein, on est bien d'accord. Il y a d'autres qui se sont battus, qui sont restés à vivre leur vie correctement, qui sont retournés dans des boutiques, vendeurs, comptables. Parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que ça fait 10 ans qu'on nous sert des talent shows. Plus de 10 ans, 15 ans maintenant, des talent shows. Et tu as toujours 10 finalistes sur chaque émission. Donc imagine, 2-3 talent shows par an, pendant 10 ans, tu as 300 personnes qui rêvent de célébrité, qui rêvent de devenir encore chanteur et faire des albums. Mais le milieu a changé. Et si tu ne comprends pas que les choses ont changé, tu es voué à partir aux oubliettes. Alors ça fait des petits concerts, ça fait des petits albums, ça fait des trucs. Après, il faut travailler, il faut se mettre en mouvement. Et moi, j'ai très vite compris qu'il fallait que je continue à chanter pour vivre. Donc j'ai eu le choix, après les link-up, de rester dans mon coin ou de partir dans une troupe, ce que j'ai fait. Et ça a été très dur au début pour moi, parce que je chantais dans des mariages et des bar mitzvahs. Je faisais des zéniths à Grenoble 3 semaines avant. Et là, je me retrouve à chanter des chansons d'autres personnes, donc pas mes titres, et avoir un chef d'orchestre dans mon ear monitor en me disant « Va bouger là, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça ». Je peux te dire qu'à la fin de la première date, je me suis retrouvé sur le flycase à pleurer. Je me suis dit, punaise, j'ai un triple disque d'or dans ma chambre. Et un vrai, du physique, hein. C'est pas du digital. C'est des gens qui sont vraiment là. On parle encore une fois, je précise bien du physique, parce que entre ceux qui téléchargent, qui prennent sur Spotify, parce que ça n'a plus la même valeur. Et là, quand tu allais acheter ton disque avec la pochette que tu faisais dédicacer, c'est pas la même chose. Moi, j'estime que ce n'est pas la même chose. On a perdu ça. Et quand tu as connu ça, et tu te retrouves là à dire, ok,
en fait, c'est vraiment fini. Mon téléphone ne sonnera plus, on va m'oublier. Il n'y aura plus Lionel des Link Up. Et là-dessus, tu vois ton acolyte, Matt Pokora, qui cartonne, qui caracole dans les tops. On ressent quoi? Est-ce qu'on ressent de l'envie? Est-ce qu'on ressent de la jalousie? Est-ce qu'on ressent de la tristesse? De la frustration? De la tristesse et de la frustration. Parce que je pensais qu'on était une famille. Mais je me suis fourvoyé, en fait. J'étais trop jeune. J'étais trop puéril. J'étais trop... Je pense que j'étais trop Tu adolescent. pensais quoi à ce moment-là? Bah, je pensais que ça allait continuer. Je pensais que chacun pouvait faire sa carrière, et moi dans la variété française, lui dans le R&B. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est cool, la maison de disques va mettre tout en œuvre pour faire en sorte que chacun puisse coexister et faire une belle carrière. Et pourquoi ça n'a pas été le cas avec du recul? Bah parce qu'en fait, dans une maison de disques, on a des priorités, on a des artistes prioritaires. Et je pense que au vu de ce qui s'est passé avec Matt, l'engouement autour du R&B, qui était la mouvance musicale de l'époque, je pense que la variété n'avait pas de place à cette époque-là et que j'ai pas fait le bon choix musical. Bien que maintenant, en fait, la variété revient vraiment à la pop électro. C'est juste de la variété française avec de l'électro derrière, quoi. Et je pense que j'étais peut-être trop en avance, comme disait Charles Aznavour. Et j'étais pas la priorité de la maison de disques. Dans son autobiographie, Matt Pokora a dit: quand je suis sorti de Popstar, j'ai tout de suite compris que je n'allais pas rester longtemps avec les Link Up, le groupe avec lequel j'avais gagné. Même si mes deux compères, donc toi et Otis, étaient adorables, ce ne sont pas des gens vers qui je serais allé naturellement pour monter un groupe. Pour autant, j'ai pris du plaisir à le faire. On a quand même été numéro 1 avec mon étoile, mais musicalement, artistiquement, j'ai vite été frustré. Ça n'était pas du tout mes goûts musicaux et ils le savaient. Oui. C'est vrai que lui, il avait une mouvance R&B qui tendait plus vers du Usher, du Michael Jackson de l'époque, hein, on est d'accord. Mais après, quand je vois sa carrière, comment elle a évolué, le R&B, ça a été un moment. Là, quand tu reprends du Claude François, c'est de la variété française, on est bien d'accord. Euh, voilà, après, c'est un mouvement, hein, il a suivi le mouvement musical. Je pense pas qu'il faille cracher dans la soupe au bout d'un moment, parce que dans l'album des Link Up, il y avait pas mal de chansons qu'il aimait bien. Et Mon Étoile, ça a été son premier numéro 1. Donc, faut pas l'oublier non plus. Mais c'est vrai que dès le départ, il était pas à l'aise avec ce genre musical. Je pense qu'il a changé, qu'il a évolué, qu'il a eu son goût musical s'est affiné. Il a eu l'opportunité de rencontrer plein de musiciens. Je suis allé le voir dernièrement en concert. Et c'est vrai qu'il a su bien s'entourer. Et je pense que le management qui a été fait autour de lui a été bien fait. Et je pense qu'il a l'intelligence de savoir s'entourer et de faire des bons choix. Mais quand tu lis, ce ne sont pas des gens vers qui je serais allé naturellement pour monter un groupe. Ça te vexe après plus de 10 ans de recul? Ben non, il a eu la franchise de dire que c'était pas forcément son premier choix. Je pense pas qu'on. Même moi, si je l'avais croisé et si tu m'avais dit qu'il faut faire un groupe avec lui, je pense pas que je sois allé vers lui aussi. Voilà, parce qu'il était jeune, parce que pas oublier qu'il avait 18 ans. Peut-être que voilà, il avait 18 ans. Voilà, peut-être que moi, à 18 ans, j'écoutais des trucs que j'écoute pas forcément maintenant. Sûr. Mais ton monde s'est écroulé quand il vous a appris qu'il voulait arrêter. C'est lui qui vous l'a appris. Hein. Il me l'a appris à moi. Ouais. J'étais seul avec lui. Ouais, moi, oui. Oui, franchement, ouais. Ouais, parce que moi, j'avais une option d'un deuxième album, parce qu'on avait vendu pas mal de disques. Et que c'est vrai, du jour au lendemain, par peur de me répéter, ça m'a brisé. Ça m'a brisé et j'ai cru que je mourrais ce jour-là. Parce qu'on m'a tout enlevé. En fait, c'est pas comme si le groupe ne marchait pas. Je rappelle encore une fois que les Link Up, on est parti en haut. On avait fait un dernier single avec les Blues. Ça a cartonné tout l'été 2004 et on était encore en haut des charts. C'est pas. J'aime bien, moi, lire des articles de gens qui me disent: ouais, ça a été un groupe qui n'a pas marché. Pardon? Ça n'a pas marché? 1 an et demi, en haut, les disques, c'est certifié. De quoi tu parles? Je déteste les gens, les journalistes qui ne se renseignent pas et qui donnent leurs avis comme ça en disant ça n'a pas marché. Ben non, ça a marché, ça a cartonné. Tu me dis ça m'a tué quand il m'a appris la fin des Link Oui. Up, mais comment t'as fait pour te reconstruire? Ben, je suis resté une semaine dans le noir à pleurer et à me dire écoute, t'as attendu 26 ans pour réussir. Ah ben tu vas repartir sur 26 ans. Voilà. Et comme j'ai fait beaucoup de sport étant jeune, je fais beaucoup de courses de fond et pas mal de boxe. Et je me suis dit, alors j'y vais.
je me relève. Et petit à petit, je me suis reconstruit. Donc j'ai repris des cours de chant, j'ai repris des cours de théâtre. C'était pas facile. J'ai pris sur moi. J'ai arrêté de me lamenter. Il paraît que tu as eu un dégoût de la musique Oui, pendant un moment. ouais, à un moment donné, Tu ne voulais plus chanter. je voulais plus chanter à un moment donné. Je me suis dit non, je veux plus. Je veux plus chanter parce que après la fin des Link Up, j'ai enregistré plus de 40 titres parce que je voulais pas lâcher. Et j'ai continué à aller voir des auteurs-compositeurs tels que Marie Josarbe, François Velgreen, Léa Ivan, plein d'autres que j'oublie, hein, mais j'ai enregistré pas mal de maquettes. Et à chaque fois, j'allais à la maison de disques, je disais, ah, regardez, j'ai ça pour vous. Ah non, ça ne nous intéresse pas. Ah non, ça ne nous intéresse pas. Au bout d'un moment, j'ai eu un vrai dégoût. Ouais. J'ai eu un vrai dégoût, mais j'ai eu beaucoup de chance d'avoir Bernard, mon chef d'orchestre, qui m'a remis sur les rails, qui m'a dit, bon, prends ta place dans l'orchestre, viens, on fait le tour du monde, viens, on va chanter, apprendre d'autres chansons, nourris-toi des musiciens qui sont autour de toi, c'est en live, prends le métier par la base. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Je suis devenu intermittent du spectacle grâce à ça. J'ai grandi grâce à ça. J'ai voyagé grâce à ça. Je me suis instruit grâce à ça. J'ai grandi grâce à ça. Et je pense que j'ai pu renaître grâce à ça. Mais je suis mort, hein. Je suis mort pas mal de fois. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là pour retourner à la vie? On se suffit à soi-même, on a besoin de son entourage, d'amis, de professionnels pour être aidé? Je pense que les gens ne comprennent pas en fait. Même la famille ne peut pas comprendre la douleur que tu... Mais tu as pu en parler à quelqu'un? J'ai pu prendre une psychothérapeute. J'ai dû partir sur une psychothérapie parce que les gens ne comprennent pas la douleur que tu as en fait. C'est tellement dur, c'est tellement intense de se dire, ok, j'ai connu la gloire et on va m'oublier et j'ai rêvé de ça toute ma vie. Là, c'est vrai, hein. C'est des phrases préconçues. Hein. J'entends plein de gens dans les émissions de télé dire, j'en ai toujours rêvé. Mais tu as 16 ans. T'as 20 ans. Comment t'as pu toujours rêver Comment t'as pu en rêver toute ta vie? T'as que 16 ans. Pour être un bon chanteur, faut être buriné. Faut avoir de l'expérience de vie. Faut avoir une... J'ai toujours dit que comédien ou artiste, ou chanteur, c'est la même chose, mais il faut souffrir. C'est pas gratuit. Il faut souffrir pour avoir des belles choses. Que tu parles de Amy Winehouse en passant par Adele, et les plus grands sont torturés. Il faut avoir une vraie intensité à l'intérieur. Et moi, j'allais au suicide. Donc il a fallu que j'attaque une psychothérapie, que je puisse en parler, que je puisse me libérer de ça, parce que c'était trop intense, c'était trop dur à vivre. C'est une image quand tu dis j'allais au suicide? Non, j'allais au suicide. Je buvais, j'ai fait des excès. Voilà, c'est passé par toujours en excès. Hein, donc... Pourquoi? Parce que ça te faisait du bien, ça te Parce que permettait parce que tu oublies, parce que ton cerveau ne tourne plus, parce que ta tête ne tourne plus, parce que tu dis bon, ok. Et en plus, moi, je regardais la télé et je voyais Matt exceller, je voyais des gens qui n'avaient pas forcément de talent, encore une fois, qui je suis pour dire ça, mais les téléréalités, tout ça, la célébrité, c'était donné à tout le monde en fait. Et je me suis dit, mais moi, je rêve de devenir chanteur depuis l'âge de 13 ans. Je me suis donné les moyens. J'ai pris des cours de chant, j'ai pris des concours. Je me suis confronté à la dure réalité des jurys. Depuis l'âge de 13 ans. J'en ai eu 26 quand j'ai réussi. Et après mes 26 ans, entre 26 et 27, 28, j'ai connu la gloire. Mais après, ça s'est arrêté. Donc, de 30 jusqu'à maintenant, j'ai repris les castings. Je suis reparti en combat. Donc, à un moment donné, il faut s'armer et il faut réussir à être un homme en disant ok, on va poser ses douleurs pour mieux reconstruire. Voilà, c'est pas simple. Et le suicide, ouais, bien sûr que tu y penses. Et sans cette psychanalyse, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu seras en face de moi pour me raconter ton histoire, ton parcours? Je sais pas où je serais. Honnêtement, je sais pas où je serais. C'est-à-dire que la psychothérapie m'a aidé vraiment. Parce qu'à un moment donné, si tu veux construire, si tu veux reconstruire, il faut assainir tout ce qui t'a pourri. L'ego, les faux semblants, les mensonges, tout ce qu'on t'a promis. Parce qu'on en a promis des belles choses. Mais j'ai eu la capacité et l'intelligence de me dire, travaille. Et je crois que je me suis noyé dans la lecture, dans le théâtre, dans les cours de chant, et ça m'a fait le plus grand bien en fait. Reprendre les bases, travailler tout simplement, avoir des vrais propos, avoir des bagages, de savoir de quoi tu parles et d'être sérieux devant les gens quand tu vas te vendre. C'est important. Et très peu de gens le font. Hein. La célébrité, elle est devenue tellement facile à l'heure actuelle,
Tu te mets une vidéo sur Facebook, tu mets sur YouTube, tu deviens célèbre en 2 minutes, mais tu peux retomber dans l'oubli en 2 minutes. Tu as déclaré, en parlant de Matt, je l'ai vu donner des coups de main à d'autres personnes et ça m'a blessé. Il y a des fois où je l'aime, d'autres où je le déteste, des fois où je suis heureux pour lui, d'autres où je suis malheureux pour moi. Pourquoi tu as dit ça? Est-ce que tu attendais d'abord quelque chose? On n'attend jamais rien de personne, et ça je l'ai très vite compris. Non, encore une fois, c'est ce que j'ai dit il y a peu de temps dans une interview avec Cyril Hanouna sur TPMP. J'ai simplement dit, je suis attristé de ne pas avoir pu faire encore un petit duo avec Matt sur scène, étant donné après il me doit rien. Il ne me doit rien. Sa carrière, il l'a réussi grâce à lui, grâce à son entourage, grâce à son travail. Ne pas déformer les choses. Moi, j'étais malheureux pour moi, c'est vrai. Parce que je le voyais exceller. Je le voyais récupérer d'Energy Music Awards. Je le voyais faire des bêtes de clips. Et j'étais content pour lui. Maintenant, on a vécu une aventure ensemble. Après, tu peux l'oublier. Tu as le libre choix de l'oublier. De dire non, franchement, j'ai commencé avec lui, mais c'est pas grave. On a fait numéro 1 ensemble, mais c'est pas grave. Après, tu peux dire, pourquoi ne pas refaire un petit duo sur une scène, un jour, donner un petit coup de pouce? C'est ce que je regrette, c'est tout. Après, il le fait pas, tant pis. C'est un appel de ta part ou c'est simplement ton honnêteté, ton ressenti? Non, mon ressenti, j'ai pas d'appel à lui faire. Qui je suis? Il va pas me donner un coup de main. Je suis son aîné, je dois me débrouiller tout seul. Bien sûr, mais est-ce qu'il t'a répondu? Est-ce qu'il t'a envoyé un message, un appel? Non, je suis allé le voir en concert. Il m'invite pour le voir en concert, c'est cool, voilà. Mais voilà, ça aurait été sympa à un moment donné de faire une émission comme tu sais, tout le monde l'a fait, les Worlds Apart, Take That, NSYNC. Tu vois, quand tu vois Justin Timberlake sur un late show sur DeGeneres qui fait revenir ses potes des NSYNC sur scène, tu dis c'est cool, tu vois, le mec est bon joueur, il a une carrière de ouf, il fait revenir ses potes, même s'il ne chante plus. Et tu les retrouves, tu vois, sur scène. Alors peut-être que pour lui, ça veut rien dire tout ça. Mais voilà, moi j'aurais bien aimé qu'on se refasse peut-être mon étoile sur scène à un moment donné sur un Zénith quand il fait une scène. Voilà. Je pense pas que c'est. Alors je parle au nom de personne, mais est-ce que c'est pas une volonté d'oublier? Peut-être, mais si tu oublies d'où tu viens, tu risques de te perdre aussi. Le théâtre, c'était une évidence ou pas? Tu y avais songé? Alors le théâtre, pas mal de choses ont bougé par rapport à ça. Je me serais jamais imaginé jouer au Théâtre Edgar. J'avais pas envie de revivre ce que j'avais vécu avec la chanson. Et j'avais un rejet total de la musique à un moment donné. Je voulais plus chanter. Je voulais plus être célébrité. Je voulais plus tout ça. Et j'avais très peur du théâtre. Et alors, il y a plein de gens autour de moi. Une amie qui s'appelle Nawel, qui était dire de prod à l'époque, qui est toujours dire de prod maintenant pour une autre société. Ma prof de chant. Lionel, t'es comédien. T'es vraiment comédien. Jean-Jacques Zilberman qui m'a envoyé une petite lettre parce que j'avais fait un casting pour un de ses longs métrages et malheureusement j'ai pas été pris dans ce film-là. On n'était plus que 2 finalistes sur 250 candidats et qui m'a écrit une belle lettre en me disant Lionel, j'ai découvert un vrai comédien, va prendre des cours, je pense qu'il y a des choses à faire. Et je me suis toujours refusé à faire ça parce que j'avais peur de souffrir et de me confronter encore à ces idées de casting, de ce refus, d'un dire de cast. Qui il est pour me refuser? Tu vois, tout. J'avais pas envie de souffrir. J'avais pas envie de revivre ça parce que c'était une douleur très intense qui n'avait pas cicatrisé encore. Et finalement, de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans une école de théâtre. La première, c'était la FACT avec Sarah Egerman. Ça n'avait pas trop plu. Puis, j'ai réitéré l'opération 2 ans après au studio Pygmalion. Et ça a pris du temps. J'ai travaillé dur. Et je suis rentré au studio Pygmalion. Et là, finalement, me découvrant une passion pour le théâtre, je me suis dit, bon, allez, on va faire les castings. Et un jour, 2 ans après la fin de l'école, j'ai Emmanuel Vieilly qui jouait cette pièce-là, on se retrouve en janvier dernier. Il me dit, bon Lionel, ça te dirait de jouer le rôle que je fais? Je dis, ouais, tout dépend. Je dis, non, mais tu serais capable de jouer 1h20 avec une partenaire? Je dis, moi je suis un petit peu kamikaze dans ma tête. Ouais, je veux bien. Bon, il faut que tu apprennes la pièce en 2 semaines. Je regarde et je dis, mais le comédien qui joue va partir.
mais il faut que tu reprennes le rôle directement avec sa partenaire. Donc, tu as 2 semaines pour apprendre la pièce. Et là, je lui dis oui, mais en fait, sans penser aux conséquences. Et je me suis retrouvé à apprendre 5 heures par jour les scènes, scène par scène, travail par travail, 8 heures de répète, 5 heures, puis 8 heures, puis tous les jours. Mais ça a été un vrai combat. Et là, je fais mes armes. Et c'est comme ça que tu as endossé le rôle de Fred, C'est ça. qui a rencontré Chloé donc sur Tinder. C'est ça. Ils vont avoir un enfant C'est ça. et pendant 9 mois, vous allez aller de surprise en surprise. C'est ça le pitch. Exactement, c'est ça. Grosso modo. Mais en fait, le pitch, c'est quoi? Moi, je campe le personnage de Fred, qui est un adolescent, qui paraît parfaitement en accordance avec la mouvance actuelle, tu sais, des mecs qui veulent pas grandir. Et le mec n'est pas prêt à avoir d'enfant. Et il rencontre sa meuf sur Tinder, déjà, pour commencer. Donc déjà, c'est très actuel. C'est très C'est actuel. aujourd'hui. Et elle croit choper le gros lot, mais malheureusement, elle tombe sur moi. Et donc, je suis assez lourd dans la pièce, mais c'est attendrissant. Voilà. Et je me suis découvert cette passion et ça m'apprend beaucoup de choses parce que faire rire les gens, c'est pas simple. La comédie, c'est un exercice très, très, très dur. Parce que tu peux pas te louper. Les gens, je sais pas si vous connaissez, je vous invite à venir découvrir le Théâtre Edgar. Le public est à ça de toi. Il est très proche de toi. Et tu vois les yeux, le blanc des yeux des gens. Et tu vois quand ils rient et quand ils rient pas. C'est très, très troublant. Donc, tu as intérêt d'être bon. Bon, bah écoute Lionel, j'étais ravi de pouvoir papoter avec toi. Moi aussi. On te retrouve au théâtre, on peut aller t'applaudir. Ça se passe du côté du Théâtre Edgar à Paris dans le 14e arrondissement. On peut t'applaudir jusqu'au 3 septembre 2018 et je Exactement. suis persuadé que la pièce va être Tinder Surprise une nouvelle fois Prolongé. prolongée. Tes réseaux sociaux, ton compte Instagram Lionel, c'est Lionel Team Off et ton compte Facebook c'est Lionel Team. Twitter, j'ai pas trouvé. Non. En fait, Twitter, je me refuse à aller sur Twitter. J'en ai un, mais parce qu'il fallait en avoir un. Mais je suis pas du tout actif. J'estime que c'est la porte ouverte à plein de gens qui sont haineux et qui déversent leur haine sans connaître les personnes, donc je préfère pas. Voilà. Ben, ça t'appartient, tu as totalement Voilà. le droit. Vous avez également le droit de nous déposer pour le coup votre commentaire dans la barre de commentaires. Regardez, elle est là, juste en dessous pour nous dire ce que vous avez pensé de cette interview. Peut-être avez-vous été surpris. N'hésitez pas à me donner votre avis. Je me ferai un plaisir de vous lire à partir du moment où c'est constructif. Voilà, moi c'est ce que je dis à chaque fois. Vous avez également le bouton s'abonner, la cloche des notifications juste au-dessus pour pouvoir recevoir directement sur votre tablette ou votre smartphone mes dernières vidéos sans même aller les chercher sur les moteurs de recherche. Nous, on se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité, de nouvelles confidences en toute intimité. À très bientôt, je vous aime fort. Bye bye. Merci Lionel. Salut.